Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. Donc ça veut dire que ça continue. Voilà, ça restait bien. On fera la saison 3 parce qu'elle est déjà annoncée. Hein. Il y a déjà un key visual qui a été dévoilé. Et on va vous faire comme d'habitude. Voilà, le petit tracé habituel pour terminer cette saison 2 en beauté avec l'histoire, la bande-son, l'animation, réalisation et la petite conclusion qui va bien avec un épisode qui normalement était annoncé, teasé partout. 45 minutes, attention, putain, tout l'épisode 45 minutes. Moi je suis désolé les frères, moi j'ai vu 32 minutes. 32 minutes, c'est pas 45. Les Japonais, faut arrêter, faut arrêter d'en faire des caisses, sachant qu'il y a 13 minutes de rab. Alors je veux bien qu'il y ait des pubs, mais non. Là, ouais, et puis même 13 minutes de pub, c'est impossible, parce que les pubs au Japon, si vous regardez des animés, vous êtes habitués. Dans les animés, elles durent 1 minute chrono, mais vraiment 60 secondes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu 15 pubs. Tu peux pas couper un épisode même spécial en 15 pubs, c'est pas possible. Donc, il y a un peu d'arnaque. Non, il y a de l'arnaque. Peut-être qu'il y a eu du teasing, tu sais, il y a peut-être eu un récap ou quoi qu'on nous a pas montré. Et puis il y avait aussi ce teasing. On vous met une image, de toute façon il n'y a qu'un key visual, c'est l'annonce de la saison 3. Qui arrivera donc à une date ultérieure, elle n'est pas annoncée évidemment, avec le nouvel arc. Pour ceux qui, comme nous, ne suivent que l'anime et ne lisent pas le manga, on ne sait pas du tout voilà, qu'est-ce que ça va dire. Ce qu'il va y avoir. Quoi. On comprend bien aux deux piliers qu'on voit sur l'image que ça, il va être dedans, mais c'est tout. Quoi. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Ah, vaut mieux, s'ils sont sur le quai visuel, il vaut mieux qu'ils soient dans la saison 3, mais du coup, on verra. Et on part directement du coup sur l'histoire. Où on revient sur cette fameuse explosion du corps de Gyutaro. Hein. On était en mode PLS, qu'est-ce qui va se passer? Tanjiro d'un côté qui était empoisonné, explosion de l'autre, Tengen on ne savait pas si c'était sacrifié, bref on était dans le flou artistique. Et là on en sait un peu plus, hein. On a eu l'intervention du coup de Nezuko, qui a un petit peu sauvé le game. Hein. Voilà. Ouais, je me suis dit que ça aurait pu être un Deus Ex Machina si jamais son pouvoir en fait de tuer finalement ou de brûler tout le pouvoir sanguinaire des démons n'était pas apparu plus tôt. Parce que là dans cet arc, heureusement elle l'a utilisé contre Daki. Donc on l'a déjà vu que effectivement elle, son Kekijutsu, donc son pouvoir sanguinaire, il peut justement s'attaquer directement aux démons et les faire disparaître, les nuire en fait, leur nuire tout du moins. Si ça n'avait pas été montré et que c'était apparu là comme ça, et qu'elle avait sauvé le game et puis on répare tout le monde et tout, ça aurait été un Deus Ex Machina. Donc, heureusement, ça a été introduit avant. Elle sauve le game, je l'avais vu venir, hein. J'avais dit soit c'est Nezuko, soit c'est Uzui qui saute pour protéger Tanjiro. Bon, c'est Nezuko qui saute de sa boîte en fait, et qui elle annihile tout, quoi, elle protège tout le monde, et puis tout le monde est sain et sauf, quoi. Puis après, elle utilise son pouvoir, et puis il y a des passages comiques, notamment, lorsqu'elle fait disparaître le poison. C'est ça, elle fait disparaître les poisons de chacun, puisque, en fait, très rapidement, on se retrouve à faire un petit tour d'horizon. Donc, elle sert de cheval, donc c'est la monture de c'était inversé, Tanjiro. Parce que d'habitude, c'est Tanjiro qui porte sa sœur, là, c'est la sœur qui porte Tanjiro. Voilà, puis donc on va voir la chialouse de service qui fait « Ah, je comprends pas, je suis réveillé, j'ai mal aux jambes et tout, je vais mourir et tout. » Bon, on le retrouve. Zenitsu, faut le retrouver. Mais il s'est réveillé, ouais. Il s'est réveillé. Inosuke, lui, est en train de morfler sa mère sur des tuiles. Donc heureusement, effectivement, comme tu l'as dit, que Nezuko lui enlève son poison. Et après, on a du coup le trio de Nana qui est en train de pleurer la mort de Tengen et qui est sur le point de s'éteindre, avec un peu un passage comique parce que le gars il essaye de parler, il essaye peut-être de dire un truc avant de mourir. Et ces nanas sont tellement hystériques, il peut plus parler et il dit je vais vraiment crever comme ça sans avoir rien pu dire. Le pauvre. Je compatis, ça m'est déjà arrivé et là, pas au moment de mourir heureusement. Mais là, c'est Suma aussi là. C'est malheureusement une situation qui peut arriver dans la vie. Et là, t'as l'auteur qui l'a placé directement au moment où Uzui va s'éteindre. Et d'ailleurs, il va pas s'éteindre, il va s'allumer. Parce qu'avec l'arrivée de Nezuko, t'as toutes les filles qui croient une crémation prématurée. Pas du tout, non. C'est juste le pouvoir sanguinaire qui s'enflamme et qui fait disparaître le poison. Heureusement que Nezuko, encore une fois, était là parce que Uzui, on l'avait vu mourir, mais c'est ce qui lui serait arrivé si Nezuko avait pas ce pouvoir, en fait. Hein. Ouais, clairement. Mais je me dis quand même que c'est des résistants tous, parce que le poison, certes, c'est peut-être le fléau le plus fort qu'ils ont subi.
Mais je vous rappelle quand même, il y en a un qui est troué du bide au KLM, l'autre il a la moitié de son visage, son œil crevé, sa main coupée. Je veux dire, en termes de litres de sang perdus, il y en a qui sont morts. Tu vois. Après, t'as vu, elles l'ont soigné immédiatement. Quand on retrouve Uzui, il est entouré de ses 3 femmes et il a déjà les bandages sur la tête et sur la main. Ouais. Donc, elles ont certainement cicatrisé les plaies. Enfin, cicatrisé les plaies. Elles ont certainement... merde, déjà elles les ont pansées, mais elles les ont certainement... oui. Ouais, cautérisé. Cautérisé, voilà, je cherchais le mot cautérisé, elles les ont certainement, effectivement. Et en parlant de sang qui coule, on a du sang qui est récupéré. Alors peut-être petit truc insignifiant pour certains, mais le fait que Tanjiro pense à récupérer du sang d'une des lunes, et je me suis dit, oula, ça va avoir un impact pour la suite. Donc c'était intéressant de voir ce geste. Ouais. Qu'il y a pensé quand même dans ce Petit moment-là. chat, et puis c'est Totoro qui arrive comme ça, et puis il lui donne le truc, et il repart dans son... Enfin non, c'est le chat bus de Totoro, pas Totoro lui-même. Et il repart avec le sang. Effectivement, je pense que comme on voit un flashback avec Mamoru Miyano, là, on sait pas comment il s'appelle, la 6ème lune avant Gyutaro, ouais, parce que ça faut préciser. Hein. T'as une 6ème lune dans le flashback de Gyutaro et de d'Aki qui apparaît, et cette 6ème lune donne son sang à Gyutaro et à sa sœur, ce qui fait que eux vont devenir des démons. Mais la 6ème lune, en fait, c'est eux là maintenant, présentement. Donc ça veut dire que Miyano Mamoru, donc c'est le nom du CU, mais vu qu'on connaît pas le nom du personnage, on va l'appeler comme ça. Soit il a eu une promotion, il est plus 6ème lune, mais il est 5ème, 2ème, première, va savoir. Soit il est mort. Voilà, soit ils les ont butés les deux, là, ils ont pris sa place, et puis du coup Muzan y est arrivé, il a fait... Ah, ça peut être un pilier, hein. Un pilier qui est arrivé, il a trucidé Miyano Mamoru, et puis... Peut-être. Peut-être. L'un des deux, dans tous les cas, il y a eu promotion. Pourquoi j'allais dire ça? Pourquoi je disais ça? Oui, parce qu'il a donné leur sang. Donc peut-être qu'ils vont remonter à ce gars-là, en fait. Voilà, c'est ça le truc que je me suis dit. Je me suis dit, ils vont peut-être remonter. Parce qu'initialement, on pensait que c'était le sang de Muzan. Hein. Parce que quand Daki, elle parlait, Muzan-sama nous a donné son sang, blablabla, etc. Donc, théorie de ma part, on n'a pas lu le manga, donc on ne sait pas. Muzan donne son sang à Miyano Mamoru. Miyano Mamoru donne son sang à Daki et Gyutaro. Donc, peut-être qu'ils partagent le même sang, mais comme il était dilué avec celui du gars, ils étaient moins puissants. Peut-être pour ça qu'ils sont considérés comme une lune moyen plus. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ça serait bien de savoir un petit peu comment ils expliquent le sang coupé, etc. En tout cas, on le voit que plus ils ont de sang qui vient de Muzan, plus ils sont puissants. Ça a été dit plusieurs fois. Donc, dans tous les cas, effectivement, je pense qu'il y a une notion de quantité ingérée, de sang dilué, tout à fait. Et du coup, tu parles des deux sbires. Effectivement, on a droit du coup à une première dispute des deux têtes entre Daki et Gyutaro, qui amène droit et tout droit au flashback, à leur histoire, au comment du pourquoi ils sont devenus aussi proches, pourquoi et qui était Gyutaro, et c'était très touchant en fait, parce que sa première apparition, on se dit t'es dégueulasse et tout, c'est horrible, blablabla, et en fait tu t'aperçus, il y a un U dans enfin, que il a vécu de son vivant comme ça en fait, c'était un déchet qui a été battu à mort parce qu'il est né dans un vieux quartier des plaisirs, il n'était pas du tout désiré, donc il était plutôt un fléau pour tout le monde, et ils ont tout fait pour essayer de s'en débarrasser, mais bon, il avait une force de vivre et de résistance qui a fait qu'il a survécu, mais voilà quoi, tu vois, il a vécu dans la saleté, il a chopé des sales maladies, enfin bref, il a survécu, tu vois. Il a pas vécu le gars, il a survécu. Et c'était triste, c'était très triste en fait de voir toute cette histoire-là, jusqu'au moment où on voit que sa sœur lui a donné un espoir, puisque c'était la seule personne qui finalement le regardait avec des yeux normaux et qui l'estimait comme un être humain et pas comme un déchet de la société, quoi. Donc c'était très touchant, j'ai trouvé comme histoire. Je m'attendais pas du tout à avoir un flashback aussi complet et aussi bien narré. Moi non plus, d'autant plus qu'il prend une grande part de cet épisode en fait, un final. Ouais. C'est-à-dire que 32 minutes, mais on a peut-être un quart d'heure ou 10 minutes, un quart d'heure de flashback. Donc il prend une grande place, mais il explique aussi leur relation, et le parallèle du coup avec Nezuko Tanjiro pour la fin, encore une fois, est présent, et du coup il rend ça d'autant plus émouvant, parce que tu as tout le temps ce parallèle sur le lien fraternel en fait. Tanjiro le faisait déjà lui-même dans l'épisode d'avant,
là, dans cet épisode-là, il permet de voir un peu ce qu'ils ont vécu ces deux-là et pourquoi ils sont devenus des démons. Et en fait, ils seraient pas devenus des démons si la vie s'était pas acharnée sur eux et s'il leur était pas arrivé ce qui était arrivé. Si Daki, elle avait pas été brûlée à l'époque, Ume, comme elle s'appelait, il aurait pas eu à faire ce qu'il a fait, Gyutaro, et ensuite errer sous la neige comme ça, et il aurait pas croisé le chemin de ce gars-là, Miyano Mamoru. Donc c'est vraiment de cruels destins qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Ça dénonce, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment aussi une façon, pas d'avoir pitié des démons, mais de montrer que derrière certains démons, certaines histoires, se cachent en fait de la cruauté, comme tu l'as dit, des faits de société que des hommes, avant d'être des démons, ont vécu et ont surtout subi. Là, c'est clairement le cas, quoi. Le gars a rien demandé et pas demandé à venir au monde et il a vécu cette vie de misère. Sa sœur, et en fait, c'est tout un enchevêtrement parce que comme lui, il n'a pas choisi, il est devenu un peu plus sauvage. Il s'est rapproché de sa sœur, ils avaient un lien étroit. Du coup, sa sœur est devenue elle-même peut-être un petit peu plus sauvage par association avec son frère, ce qui a donné du coup naissance à ce qu'elle a fait, à savoir crever l'œil du gars qui a certainement voulu abuser d'elle. Et du coup, de fil en aiguille, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est, comme il dit, si elle avait été dans une famille riche, dans une famille noble, dans une famille normale ou que sais-je, elle serait peut-être devenue une très grande Oilan de par sa beauté et sa pureté. Et en fait, je trouve que ça dénonce, en fait. C'est très cruel. J'ai pas trouvé que ça dénonçait particulièrement, moi, mais j'ai trouvé que c'était bien narré, bien raconté, bien expliqué. Et par contre, effectivement, on comprend aussi pourquoi il est si envieux, Gyutaro, parce qu'à sa première apparition, c'était Ina, omae. Ouais. Ah, toi, putain, t'es bien, t'es à l'aise et tout, t'as de la chance et tout. Et là, il le répète, et la première occurrence de ça dans l'épisode, c'est quand il crève l'œil, pareil, de la même manière qu'il a fait à Uzui, du gars, où il tranche la moitié de la tête, et il bute la meuf, et ensuite il le tue. Et là, tu comprends comment est né le Gyutaro qu'on connaît nous maintenant, même avant qu'il soit démon en fait. Le Gyutaro vraiment assassin, parce qu'avant il récupérait les sous en fait, il récupérait l'oseille pour les maisons closes là. Là maintenant c'est devenu un véritable tueur. Et c'était un épisode du coup avec beaucoup d'émotions, mais aussi ça chialait beaucoup. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, ça a beaucoup chialé, mais ça chialait, moi j'ai pas chialé. J'ai pas chialé. Non, mais les personnages chialaient. Il y avait beaucoup. Ah ouais, Zenitsu a chialé. Suma a chialé, Daki a chialé, ça chialait beaucoup. Tout le monde a chialé. Et dans un passage où ça chialait pas, par contre, ce que je voulais souligner, c'est qu'à un moment donné, t'as le pilier du serpent là, au Banai Iguro là, qui vient devant Tengen et ses trois nanas et qui lui dit ouais, c'est bon, c'est que la 6ème lune, c'est bon, t'énerve pas, c'est bon, tu vas faire quoi maintenant vu que t'es niqué et tout, je vais prendre ma retraite et tout, qui lui dit c'est bon. Il fait non, tu prends pas ta retraite, déjà qu'il n'y a plus personne, donc on a quand même besoin de toi un peu, même si tu sais moins te battre, on a quand même besoin de toi. Mais bon, t'énerve pas, c'était la 6ème lune quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ce gars c'est vraiment un ouf? Oui. Et il y a un level qui est juste incommensurable entre lui et Tengen, et il sait qu'il l'aurait pétouse en 2-7. Ou est-ce que c'est juste un perso prétentieux qui n'aurait pas forcément fait mieux? C'est la question juste que je me suis posée. Parce qu'on ne sait pas en fait, réellement. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ce que Zui nous a dit. Et il y a un autre pilier qui est un génie, et il y a le pilier shintoïste, là, tout le temps en train de prier, qui a la voix de Katakuri. Qui lui aussi apparemment c'est une force de la nature. Donc on sait que eux sont large devant Uzui et peut-être même Lengoku, parce que d'après Uzui, Lengoku est au-dessus de lui, de lui-même. Mais ce gars au serpent on sait pas. Donc on peut le placer randomly, on va dire à tout hasard au milieu. Voilà, on va dire, on verra bien, on aura la surprise. Et peut-être que du coup oui, Uzui est l'un des plus faibles piliers. Et là, tu te dis, d'accord, ok, donc par rapport à la 6ème lune, c'est ça. Mais moi, ce que je ne comprends pas, et là j'ai besoin d'une explication, c'est que il y a encore des lunes censées être plus faibles que la 6ème, tu vois. Ils n'avaient pas été à un moment donné démontés, je sais plus quoi. Muzan, il n'avait pas dit il les avait toutes de pétées. 7 à 12. Il n'avait pas dit, vas-y, c'est bon, elles servent à rien. Enfin, je me rappelle d'un truc qui avait dit, il les avait toutes démontées, parce que ça, je me rappelle plus. Je me rappelle que lui, il avait été explosé. Et suite à ça, Muzan, il avait pété un câble, effectivement.
Mais je crois qu'il avait dit on va garder que les 6 premières parce que de toute façon déjà même vous les 6 premières vous êtes des... Ah bah c'est ça que je me souviens plus alors. Effectivement, si c'est ça. Je crois que c'est ça. Me semble... Dites-nous dans les commentaires, hein, mais je sais pas pourquoi je me souviens d'un truc comme ça où en fait il avait dit à chaque fois il était déçu des 7 à 12 parce qu'il avait même fait un état des comptes en mode de 7 à 12 vous avez tué combien de piliers? 0. Voilà, 0. Donc ça servait à rien en fait. Donc je garde, je crois il avait dit on va se contenter des 6 premières. Bah, c'est peut-être pour ça que du coup... c'est ça l'explication du coup, parce que je me demandais comment la 6ème pouvait être la plus faible. Parce que c'est ce qu'il disait, hein, le gars au serpent. Ouais, sur le nouveau classement maintenant, oui. Ça n'avait aucun sens, tu vois. Frère, il y a, à la base il y a au moins 9 ou 12 lunes, de quoi tu me parles? Et je comprenais pas. Ok, d'accord, je vois mieux le truc. Théorie de ma part, avant qu'on passe du coup après à la bande son, tu vois le chef là, je sais pas comment il s'appelle, mais je dis le chef là, le gars qui est empoisonné là, qui à un moment donné crache ses tripes et tout, je sais pas comment il s'appelle, mais je me suis dit mais Nezuko elle peut pas le soigner. Ouais, j'ai pensé la même, parce que les blessures qu'il a ressemblent beaucoup effectivement aux blessures du poison, et d'autant plus qu'il dit dans cet épisode que c'est quelque chose qui a été porté sur sa famille par Muzan, tu vois. Donc je me demande si c'est pas justement un empoisonnement pareil au sang ou un truc comme ça. Ça serait ouf, hein. Si Nezuko qui est le démon qu'il a décidé d'accepter dans ses rangs soit celle qui lui sauve la vie, ce serait une belle morale, je trouve, à l'histoire. Par contre, je me souvenais plus, mais c'est toute sa famille qui l'entoure, en fait. Moi, je pensais que c'était des employés et qu'il était seul au monde, le gars. Mais non, c'est sa famille, c'est ses filles, c'est sa femme et tout ça. Et puis, du coup, l'épisode se termine sur celui qui avait pété... qui a pété Rengoku dans son combat. Je sais pas comment il s'appelle. Akaza, merci. Qui se retrouve je sais pas quoi, là, les bâtiments infinis, labyrinthe, je sais plus quoi. Ouais, chez Muzan, quoi, il est convoqué. Et il fait putain, si je suis là, c'est qu'il y a une lune qui est morte, putain, sa mère. Et tu vois, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, moi j'avais oublié le truc de Muzan qui décime les lunes 7 à je sais pas combien. Mais effectivement, quand Akaza dit ça, quand ils sont convoqués à cet endroit-là, apparemment, c'est quand il y a une lune qui est morte et Muzan n'est pas content. Et là, effectivement, réminiscence de ma part, je me dis effectivement, la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était quand Muzan, il était pas content et qu'il avait convoqué des gens. Je me souvenais plus exactement quoi. Mais là, du coup, ça fait sens. C'était au moment où il était pas content du tout et il a mis des clacos. Donc, ça sent les clacos. Ça sent les clacos. Début de saison 3, à mon avis, ça va repartir tout doucement. Parce que là, après le climax, chute, évidemment, ça se recalme et c'est fini. On est obligé de finir là. Du coup, à mon avis, entraînement, début de saison 3, guérison également de tout le monde. Et puis en parallèle, Muzan qui est pas content et qui fait « Ouais, toi, fais gaffe, t'as pas été très prolifique. » Et voilà, ça se passe comme ça. Ça va se passer comme ça. Du coup, on passe à la bande-son. Calme. Bah, ça chiale. Calme, mais effectivement, il y a que les hurlements et les cris pour comment dire, nous sortir de cette paix dans laquelle on était plongé avec cet épisode, parce qu'il est beaucoup plus calme que tous les autres épisodes, forcément. Parce qu'on vient de passer le climax, donc on retombe. C'est ça. Je me demandais ce qu'ils allaient faire après, comme épisode final, en fait. Et bon, ils sont partis vraiment sur l'aspect narratif, background, donc on a le droit à des petites musiques parfois un peu calmes, voilà, du passé très triste et tout. Donc c'était bien, j'ai trouvé, pour finir une saison. J'ai pas plus à dire. Surtout les musiques étaient encore une fois magnifiques. Miyano Mamoru, beau gosse. Ouais, Miyano Mamoru, on l'a pas dit. Ouais, la voix du coup du démon du Oni qui donne son sang à Gyutaro et à Ume, c'est Mamoru Miyano qui est le seiyuu de Light dans Death Note. J'imagine que t'étais content quand tu l'as entendu. Bah moi j'adore Miyano Mamoru, donc s'il peut revenir au-delà qu'un flashback, ça m'intéresserait. Mais s'il est mort, il reviendra pas, le personnage. Mais s'il est mort, ça fait chier, quoi. Ouais. Donc on verra. Animation, réalisation, du coup. Bah écoute, encore une fois plus calme, de la même manière que comment dire, le scénario ou même l'ambiance sonore, c'était beaucoup plus calme niveau animation. J'ai pas un truc qui m'a happé. Il n'y a pas de fulgurance. Parce qu'il n'y a pas de fulgurance, voilà, c'est ça. C'est pas un truc il faut que ça pète dans tous les sens et tout ça, quoi. Je pense que ce qui était important là, c'était surtout le scénario et l'histoire et les sentiments qui en ressortaient. Donc ça nécessite des plans plus calmes, des gros plans sur les yeux, les larmes qui montent aux yeux, la bouche qui s'exprime.
C'était plus voilà, des plans comme ça d'exposition, des lenteurs, ou à un moment donné, quand Gyutaro et sa sœur vont dans le fond et qui marchent dans les flammes. Tanjiro qui est pensif, qui regarde le ciel. Ouais, est-ce que c'est vraiment l'enfer, ça, d'ailleurs, hein, finalement? Parce que Gyutaro, il suppose que ça l'est, mais on sait pas. Je sais pas, on sait juste qu'ils sont ensemble, quoi. Après, est-ce que c'est l'enfer? Moi, j'ai plus vu ça comme une image, comme quoi il meurt calciné, quoi, tu vois, en cendres, comme quand tu meurs de brûlure extrême. Mais tu vois, il dit à Daki, va de l'autre côté, toi. Donc, supposément, il y avait effectivement la possibilité d'aller de l'autre côté. Peut-être. Tandis que Gyutaro allait dans les flammes. On va passer à la conclusion. Moi, j'ai des questions. Donc déjà, j'ai des réponses. Avant de commencer par les questions, c'est pour vous, pour ceux qui lisent le manga, effectivement, vous aviez mentionné dans les commentaires que l'explication de la technique d'Uzui, qui, lorsqu'il frappe avec ses lames, ça explose, n'était pas présente dans l'animé. Donc on voyait exploser dès qu'il portait une attaque sur Gyutaro, on ne savait pas pourquoi dans les précédents épisodes. Et dans le manga, il y a l'explication. Elle n'est pas donnée dans l'animé. Et encore une fois, il y a une explication sur une technique d'Uzui qui manque. C'est lorsqu'il fait sa symphonie, là, lorsqu'il dit oui, j'ai assemblé toutes les notes, la partition est complète, etc. L'explication de comment fonctionne sa technique est donnée dans le manga, mais elle n'est pas donnée dans l'animé. Ça, c'est Hirakinuki qui nous en a fait part. Du coup, ça veut dire que aucune des techniques d'Uzui n'a été expliquée dans l'animé. Alors pour le coup des partitions, je comprends, clairement, hein, parce que ça aurait cassé le rythme. Tu vois, au moment où il se rue là sur Gyutaro et tout, c'était une scène épique en plus. Mais c'est vrai que pour les autres techniques, bon, c'est un peu con, quoi. On sait pas comment elle fonctionne en fait. Ouais, bon, ils auraient pu faire autrement. Hein. Ils auraient pu faire style tu vois, enfin, adapter en animé en mode. Mais comment t'as fait cette technique-là? Ah bah, elle fonctionne comme ça. On nous serait dit bon, c'est adapté différemment, mais on comprend que dans un manga, c'est pas très grave. Le rythme, tu l'as dans ta tête, donc s'il y a une case qui explique, c'est pas très grave. Là, dans l'animé, je suis d'accord avec toi. T'es dans une animation qui frôle la perfection. Tu peux pas faire. J'arrête au fait teasing. Alors en fait, mon petit truc, je fonctionne comme ça. Je tapote le xylophone. Non, tu peux pas. Tu sors le gars. Donc. Et en plus, tu vois, dans l'animé, ils font des scènes post-génériques. Ils auraient pu glisser une explication à ce moment-là, tu vois. Bah ils font des petits trucs où ils sont tous dessinés en SD là, à dire des conneries. Et, tu le glisses à ce moment-là. Carrément. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait. Mais comment t'as fait pour faire une partition et tout? Ah, c'est pas compliqué. Je tapote le xylophone. Donc clairement, ils auraient pu le faire à ce moment-là. Et autre question. C'est dommage. Autre question. Daki, on voit que ses cheveux passent au blanc à un moment donné où elle est power up, tu vois, où elle a recoupé tous les morceaux parce qu'elle s'était séparée. Donc c'était il y a bien 4 épisodes, un truc comme ça. Et ses cheveux passent au blanc, donc elle avait les cheveux noirs. Et moi je m'étais dit, bah ça y est, elle retrouve sa forme originelle. En quelque sorte, oui, c'est ça. Mais je m'étais dit, elle a les cheveux blancs parce que c'est une démone. Non. En fait, quand elle était humaine, Ume avait les cheveux blancs. Et bah, j'aimerais bien savoir pourquoi en fait. Parce que tu vois qu'au global, hein, par Zenitsu peut-être. Bon, et puis quelques personnages qui ont des cheveux bleus vite fait, j'ai l'impression. Mais sinon, ils ont tous des cheveux noirs. Hein. Ça respecte un peu le truc du Japon. Là, j'ai pas compris. Daki humaine, cheveux. Alors, c'est un détail, hein. Mais ça m'aurait paru plus logique qu'elle passe au blanc une fois démon, mais que de son vivant, elle avait les cheveux noirs, normal, quoi. Ouais, bon, je pense que c'est simplement qu'elle est née avec les cheveux blancs, parce que son père, dont on ne connaît pas de toute façon le nom, s'est tapé sa mère et avait les cheveux blancs. Je me suis dit ça. Et puis, c'est peut-être un voyageur. Un gars qui est venu, il a pris une nana, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti, elle est tombée enceinte, et en fait le gars c'était peut-être un étranger, tu vois, pas un japonais pur, aux cheveux noirs. Mais cheveux blancs, moi je l'ai pas. À moins d'être vieux. Bah écoute, c'était peut-être un yeuve, écoute. Je sais pas. Après t'as la famille de lui qui a des cheveux blancs, mais je me souviens plus si de son vivant il les avait blancs ou pas. Je sais plus. Bon bref, voilà pour la petite parenthèse. Conclusion, un épisode de ma foi émouvant qui conclut habilement cette saison, mais qui était beaucoup plus calme que tous les épisodes qu'on a vécu jusqu'alors. Donc forcément, je comprendrais qu'il y en ait qui se soient dit « Ah, c'est que ça, le final, c'est dommage ». Mais bon, il y avait bien besoin de ça, de toute façon, après un climax pareil. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est bien fini en fait. C'est-à-dire qu'on nous a mis toute l'action sur 2-3 épisodes et c'est parti dans un climax... monumental, et puis là en fait on est sur une conclusion, voilà, juste avant qu'il ne meure. Je parle de Daki et Gyutaro.
on rend un certain hommage et on explique le passé. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit, que avant de mourir, il y ait une histoire. Avec lui, il s'est passé exactement la même chose. Et je l'avais dit, hein, de toute manière, il y a bien 4-5 épisodes. Souvenez-vous, dans les reviews, j'avais dit, à mon avis, on verra des flashbacks du passé. On en saura plus au moment de leur mort. J'ai l'impression que c'est une sorte de préparation. Alors, c'est vraiment une supputation de ma part, hein, à ce que si, in fine, l'autre qui est en train de la médecine là, qui est en train d'essayer de trouver une anecdote pour faire en sorte que les démons reviennent humains, pour nous montrer qu'en fait derrière chaque démon se cachent des humains avec une histoire, un cœur. On peut trouver des anecdotes, hein, mais je suis pas sûr que ce sera des antidotes, excuse-moi. Et je pense que c'est une façon pour l'auteur de nous préparer au fait que derrière chaque démon, aussi horrible soit-il de son vivant démon entre guillemets, il y a derrière une histoire, un humain avec un cœur, etc., qui est devenu démon à cause de quelque chose, pour la plupart des cas, et que ça nécessite, et ça justifie, qu'on puisse faire en sorte que ces démons-là, aussi horribles soient-ils, en les faisant redevenir humains, vont retrouver toute leur humanité, parce qu'ils ne sont pas nés monstres humains et devenus monstres humains, tu vois. Et si demain elle trouve un antidote, ça peut peut-être justement servir à sauver les démons, et même une fois la mort de Muzan faite, ça peut être la suite. Tu vois. La suite, c'est transformer tous les démons résiduels, s'ils continuent de vivre une fois la mort de Muzan faite, ça j'en sais rien, mais voilà, c'est la mission 2, tu vois. Je sais pas. Très possible. Et ils peuvent aussi sauver le Oyakata-sama, là, le gars avec sa robe de chambre qui crache du sang. Ouais. Aussi, voilà. Donc voilà pour ma petite théorie, on verra bien si c'est ça. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, que vous regardiez à la fois, que vous regardiez soit le manga, soit l'animé. Si vous regardez le manga et que vous voulez parler un peu plus librement, n'hésitez pas à mettre une balise spoiler écrit en gros. Descendez beaucoup de lignes et écrivez seulement pour ne pas spoiler évidemment ceux qui ne suivent que l'animé. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo normalement, mais également prochaine saison pour Kimetsu no Yaiba. Évidemment, on continuera les reviews. C'est ça. On vous fait plein de bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite. On vous aime. À la prochaine. Ciao.